Monsieur, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Au sommaire de cette édition, la visite officielle du chef de l'État du Cap-Vert au Sénégal. L'opposition parlementaire a boycotté sa présence à l'Assemblée nationale. Moustapha Guirassy parle d'un message fort envoyé à la communauté internationale. La route a encore tué. 4 personnes décèdent dans un accident entre Ngabou et Khouroumbake. On en parle dans cette édition. Les syndicats de l'agroalimentaire tirent la sonnette d'alarme. Près de 67 000 personnes menacées de famine dans la zone de Matam. Ils regrettent la vente des terres aux multinationales. Et puis la levée du corps d'Habib Faye ce matin dans une clinique parisienne. C'était en présence de nombreux ressortissants sénégalais. À Dakar, la maison mortuaire ne désemplit pas. C'est à suivre également dans cette édition. Voilà le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La visite officielle du chef de l'État du Cap-Vert au Sénégal. Les deux gouvernements ont signé des accords dans les domaines de la justice, de la santé, de l'économie et de la communication sociale. Face à la presse ce matin, Macky Sall et Jorge Carlos de Almeida ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations entre les deux pays. Compte rendu donc de cette conférence de presse signée Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Baye. Vous serez à Thiès. Au total, 4 accords signés entre la République du Sénégal et celle du Cap-Vert. Dakar et Praia veulent améliorer leurs relations de transport, que ce soit aérien ou maritime. Selon le président de la République, Macky Sall, l'étude de faisabilité pour la liaison maritime est déjà prête. Le comité bilatéral entre le Cap-Vert et le Sénégal devra se pencher très rapidement pour examiner la faisabilité et surtout la mise en œuvre de ce programme que nous avons en commun. Je voudrais, Monsieur le Président, vous dire également que nous venons de lancer une compagnie Air Sénégal, SA, qui pourra travailler avec Binter Cabo-Verde. D'autres accords dans les domaines de la justice, de la santé et de la communication sociale sont signés par les deux gouvernements. Pour le président Jorge Carlos de Almeida Fonseca, il s'agit là de consolider les relations entre les deux pays. Nous sommes capables d'élargir, de consolider ces relations qui sont une référence d'exemple dans le plan africain. Justement, parlant de la CEDEAO, le chef de l'État Macky Sall estime que la communauté va aider Praia pour son désenclavement. Vous avez une spécificité, c'est que le Cap-Vert est une île, un pays insulaire, et donc il faut que cette coopération soit renforcée, que la CEDEAO également vous accompagne pour que les questions d'isolement, d'enclavement soient définitivement vaincues. Le chef de l'État du Cap-Vert rassure également sur la situation des Sénégalais au Cap-Vert, estimée à environ 3 000. On va faire tous les efforts pour améliorer les conditions, pour progresser et créer les conditions pour que les Sénégalais puissent être établis à Cap-Vert, comme les Cap-Verdiens sont ici à Dakar. Un agenda assez chargé pour le président Jorge Carlos de Almeida Fonseca. Après l'Assemblée nationale, le chef de l'État du Cap-Vert est attendu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également à Thiès. Justement, Al-Hassan Ba, à propos de cet agenda, Jorge Carlos d'Almeida à l'Assemblée nationale, sans l'opposition sénégalaise, et le chef de l'État du Cap-Vert n'a pas voulu se prononcer sur la question. Je vous propose de l'écouter. Bon, c'est une question de la politique intérieure du Sénégal. J'ai parlé de ça franchement avec M. Macky Sall. Il m'a donné l'explication, il m'a donné les données. Et pour nous, le Sénégal, même avant que le Cap-Vert ait eu une démocratie pluraliste, le Sénégal a été pour nous toujours une grande référence de démocratie en Afrique. Mais, comme chez nous,
il y a quelques jours, une revue internationale a dit que Cabo Verde, nous sommes la 23e démocratie dans le monde, et la première en Afrique. Nous sommes très satisfaits de ça. Mais moi, je sais comme président que notre démocratie, ce n'est pas parfaite. Il y a des plaintes, il y a des difficultés. Le dernier jour au Cap-Vert, il y avait dans la presse des plaintes sur la liberté de presse. C'est normal. La démocratie, c'est un chemin pour le progrès. Mais je ne veux pas faire des commentaires sur la politique intérieure sénégalaise. Merci. À propos de ce boycott, Moustapha Guirassy parle d'un message fort lancé en l'endroit du président capverdien et à la communauté internationale, alors que la majorité estime que les partis de l'opposition sont coutumiers à des faits. En sujet signé d'Issa Prera et Mohamed Dian. L'opposition parlementaire a décidé de boycotter l'adresse du président capverdien à Dakar pour une visite officielle. Jorge Carlos d'Almeida, attendu à l'hémicycle, ne verra pas les députés non inscrits et ceux de Liberté et Démocratie. Un boycott argumenté par Moustapha Guirassy. Mais lorsqu'on n'a pas d'espace de respiration démocratique, une institution comme l'Assemblée nationale, lorsqu'on n'a aucune possibilité de s'exprimer, à quoi ça sert d'être des figurants? Je pense qu'il y a mieux à faire, il y a d'autres espaces et d'autres stratégies à développer. Pour la majorité, cette posture de l'opposition n'est pas surprenante de l'avis de Aymérou Gningue. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar estime que l'opposition est coutumière des faits. C'est dommage donc ceux qui s'installent de plus en plus dans le boycott, parce que ce n'est pas la première fois, rappelez-vous les questions d'actualité du Premier ministre. Rappelez-vous aussi la dernière fois quand ils sont sortis pour ne pas assister au vote justement de la loi constitutionnelle sur le parrainage. Autre argument avancé par l'opposition pour boycotter cette séance solennelle. Qu'est-ce que ce serait si on devait se retrouver à l'Assemblée nationale devant une adresse d'un chef d'État étranger avec toute la courtoisie, l'élégance, l'amitié entre les peuples et qu'on ait d'autres comportements en tant qu'opposant, ou que la majorité ait un comportement comme celui-là qu'elle a eu il y a quelques jours. Une posture politicienne plus que républicaine de l'avis du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Maintenant qu'ils aient décidé de le faire, c'est leur choix. Mais c'est plus un choix politique, un choix, j'allais même dire politicien, qu'une vraie posture de responsable, de personnes qui prennent la mesure de la mandature qu'ils ont de représenter le peuple sénégalais. Je crois que véritablement, et ça ne nous surprend pas. Une position qui, pour l'opposition, se veut un signal fort en direction de l'opinion internationale, alors que la majorité, elle, qualifie l'acte de regrettable. Nous parlons à présent de la crise scolaire avec les dates des examens repoussées pour permettre à l'école publique d'être à jour. Dans les établissements privés, les élèves regrettent ce chamboulement. Des élèves en classe de terminale disent qu'ils ont donc pratiquement fini leur programme et qu'ils seront obligés de rester à réviser et que cette situation les stresse. Ces apprenants ont listé les nombreux dégâts du nouveau calendrier des épreuves dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Fatima Sissi et Khadim Madeleine Ndiaye, deux élèves en classe de terminale. Les nouveaux réaménagements sur les dates des examens de l'année 2018, ces élèves de l'école privée n'y trouvent pas leur compte. Ça ne nous arrange pas du tout puisqu'on a presque fini nos programmes et ça ne va qu'augmenter le stress. Franchement, ça m'a fait un peu mal parce que là, nous sommes en train d'apprendre depuis le mois d'octobre. Et comme vous savez, les études, c'est pas du tout facile. Donc, c'est pas facile de se lever le matin à 6 h du matin, venir à l'école, rester là de 8h30 à 10h30 pour enfin savoir que les dates ont été repoussées et tout. C'est pas du tout normal. Baba Ndiaye Souleymane Diop aussi fait partie des plus chanceux. Contrairement aux autres, il dit avoir largement le temps de réviser. Depuis le mois d'octobre, nous étudions. Et clairement, au début, on nous a dit que le bac serait durant le mois de juillet, à peu près début juillet.
Mais là maintenant, par rapport à ce qu'on a appris récemment, que comme quoi, le bac est repoussé, nous allons donc du coup en profiter pour pouvoir réviser davantage et faire de meilleurs résultats, pourquoi pas. Dans cet établissement privé, par exemple, les cours se sont déroulés normalement. Ils travaillent de 8h30 à 17h30, mais cela n'empêche pas Khady Madeleine Ndiaye de dénoncer la radicalisation des enseignants du public. C'est pas la première fois qu'on assiste à des années scolaires comme celle-là. Donc je pense que l'État devrait trouver un consensus avec les professeurs, essayer de sauver l'année, comme ça nous en sortirons tous bénéficiaires. Mai 1968, mai 2018, l'avènement de la grève des étudiants de Dakar sera commémoré. Les acteurs de mai 1968 se sont regroupés en comité pour se rappeler de ce moment historique. Il sera question d'échanges sur les diverses expériences, les enseignements ainsi que les conséquences des dates retenues les 29 et 30 mai prochains. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Ousmane Ndiaye, membre du comité. Il est interrogé par Fatiga. Nous avons estimé que 50 ans après mai 68, il était peut-être indispensable de restituer ce qui s'était passé. De permettre aux acteurs et contemporains de mai 68 et aux jeunes actuellement, étudiants ou adultes, de procéder à l'évaluation, à l'analyse de ce qui s'était produit en 1968. Quelles leçons en tirer? Quelle insuffisance en tirer dans la perspective d'aider les jeunes, puisque des étudiants, il y en a eu avant nous, après nous, des étudiants, il y en a aujourd'hui et il y en aura demain. Changement, la direction de l'office du baccalauréat. Socé Ndiaye prend la direction de l'office du baccalauréat en remplacement de Babou Diakham. Des journaux parus font la relation entre le scandale des fuites de 2017 avec le départ du désormais ex-directeur de l'Office national du baccalauréat. Le nouveau directeur fut chargé des affaires pédagogiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et il a déjà eu à parler des dossiers de fraude à l'UCAD. Un sujet signé Aminata Mbaresso. Babou Diakham quitte la direction de l'office du baccalauréat. Il est remplacé par Socé Ndiaye, ex-directeur des affaires pédagogiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Babou Diakham a occupé durant 17 années la direction de l'office chargé d'organiser et de veiller sur la tenue du baccalauréat, un examen d'une importance capitale et qui ouvre les portes aux études universitaires. Babou Diakham, qui a occupé l'office du baccalauréat de 2001 à 2018, a fait face en 2017 à une série de fuites dans l'organisation du baccalauréat 2017. Les épreuves de français, d'histoire, géographie ont dû être annulées et reprises une semaine après. L'éclatement de cette affaire avait occasionné l'interpellation de plusieurs individus, dont l'ex-directeur et ses collaborateurs, qui ont été libérés par la suite. À 2 mois de la tenue du baccalauréat au Sénégal, Babou Diakham est remplacé par Socé Ndiaye, ex-directeur des affaires pédagogiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le nouveau directeur de l'office du bac semble déjà imprégné des dossiers de fraude. Dans une interview accordée en 2017 à nos confrères du journal L'Observateur, le nouveau directeur de l'office du bac évoquait déjà la question des dossiers de fraude pendant devant la commission de discipline. Il disait qu'ils étaient au nombre de 89 dossiers qui devaient être traités. Nouvellement installé, Socé Ndiaye se fixe comme priorité l'organisation d'un baccalauréat sans fraude, un baccalauréat bien sécurisé. 12e jour du procès Imam Ndao et compagnie. Alpha Diallo et Cheikh Ibrahim Ba, alias Abou Khalid, étaient à la barre. Le premier a nié les faits, le second d'y avoir été en contact avec Boko Haram. Le récit de Fatou Bintou Conté.
ce 12e jour du procès de l'imam Alioune Badara Ndao et de ses co-accusés. C'est Alpha Diallo qui est le premier à se présenter à la barre de la chambre criminelle spéciale du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il est la 26e personne entendue dans cette affaire dite des terroristes. Né en 1987 à Dakar, étudiant en arabe, il est poursuivi pour blanchiment de capitaux dans le cadre d'actes terroristes, apologie du terrorisme. Des faits que Alpha a complètement niés. Arrêté le vendredi 6 février 2016, après avoir donné un cours d'arabe à des Sénégalais établis en Mauritanie, c'est chez Omar Keïta qu'il a été écrit ne pas faire partie d'aucune cellule de terrorisme. Cependant, il connaît Maktar Diokhane par l'entremise du nommé Salif Fadiga lors d'une cérémonie familiale. D'ailleurs, ce dernier leur a mis un rapport en relation pour une séance de révision d'un livre pour 2 jours. Moustapha Diop, il l'a connu lors de l'université du Ramadan. Pour celui de Imam Ndao, sa connaissance avec l'imam, c'est lors d'une conférence à Pékin sur la bataille de Badr. Il persiste qu'il n'a jamais voulu faire de djihad. Le deuxième coup accusé, c'est Cheikh Ibrahima Ba, alias Abou Khaled, né le 2 mai 1994 à Diaobé. Domicilié dans un dara à Djamalaï, célibataire sans enfant, il est poursuivi pour acte de terrorisme pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise de terroristes, financement du terrorisme. Des faits que Ibrahima, alias Abou Khaled, n'a pas recoupé. Pour le film de son arrestation, c'était à la frontière du Niger, en provenance du Nigeria, qu'il a été arrêté. Pour son voyage au Nigeria, c'est lors d'une discussion en 2014 avec Moussa Mbaye. Il lui demande d'aller approfondir son enseignement coranique qu'il a décidé d'y aller. C'était la gare routière des Beaux Maraîchers qu'Ibrahim Abba lui a remis 150 000 francs CFA. C'est avec cet argent qu'il s'est déplacé jusqu'au Nigeria. Arrivé au Nigeria, c'est à Abadan qu'il a retrouvé encore son maître coranique Moussa Mbaye et un certain Abouza, Ibrahima Diallo et Oumar Yafa. C'est chez Abou Amir qu'ils ont logé. Il y avait beaucoup de Sénégalais dans cette maison, explique-t-il. Ils sont allés à Sambisa, le fief de Boko Haram. Là, ils se sont retrouvés avec Maktar Diokhane, qui l'a intercédé auprès de Chakawi pour qu'ils puissent rentrer, et sous condition qu'ils laissent leurs pièces d'identité sur place. Il explique qu'il n'a jamais fait la guerre une fois au Nigeria et que pour le retour, ils ont dû être emprisonnés pendant 40 jours au Niger avant d'être déportés ici au Sénégal. Et vous l'annoncez également dans les titres de cette édition, la levée du corps d'Habib Faye, le guitariste, le bassiste du Super Étoile, qui a eu lieu ce matin dans une clinique parisienne. C'était en présence de nombreux ressortissants sénégalais. L'ambassadeur du Sénégal également rendu en hommage à l'artiste. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de CNews. Je voudrais présenter mes condoléances, celles du président de la République et du gouvernement à la famille de feu Habib Faye, à Youssou Ndour ainsi qu'à ses collègues du Super Étoile. Je retiens de Habib Faye un artiste professionnel et talentueux. Il était également un fervent talibé de Serigne Saliou Mbacké. Que Dieu l'accueille en son paradis et qu'il veille sur sa famille. De nombreux Sénégalais étaient également présents à cette levée du corps. Nous y reviendrons tout à l'heure. En attendant, Youssou Ndour, le lead vocal du Super Étoile, lui, est rentré à Dakar et a annulé tous les engagements pris. À son arrivée à l'aéroport, il avait la mine triste et affligée par le décès de son frère bassiste Habib Faye, arraché à son affection en France, où la levée du corps a eu lieu ce matin, comme vous venez de le voir. Adiatala, Ahmed Nyan et Missandoy étaient hier à l'aéroport. Youssou Ndour est rarement apparu dans cet état. La mine triste, consterné et inconsolable, il n'a pas les mots pour qualifier son affliction. Le décès d'Habib Faye est une grosse perte pour le lead vocal du Super Étoile. C'est triste, c'est une grande perte pour nous, pour moi, pour le pays, pour la culture, pour les bassistes du monde, pour le petit frère qu'il est toujours. Et voilà. L'artiste déclare avoir perdu un frère. Je retiens, dans l'avion, je pensais au premier jour où
je suis sorti de chez ma mère pour aller habiter ailleurs, de chez ma mère et de mon père. Et après, j'ai habité avec Habib. Il a quitté chez lui, j'ai habité avec lui à Saint-Louis. Nous avons vécu ensemble. Au-delà de la musique que vous avez entendue, c'était mon propre petit frère, on a vécu ensemble. Youssou Ndour de renchérir que le défunt était humainement généreux et altruiste et professionnellement méticuleux. Habib a joué une très grande participation sur tout ce que nous avons écrit, composé, imaginé en musique. Le 9 mars, à la veille du concert de Viviane, où il avait fait toutes les répétitions. Et après, bon, je savais qu'il était malade. Nous tous aussi. Donc je suis resté avec lui toute la nuit, avec Mbaké. On a discuté, il y avait sa fille. Voilà. Des regrets, Youssou Ndour n'en manque pas, avec la disparition d'Habib Faye, qui avait entamé un grand projet musical. Vendredi, on s'est parlé au téléphone. Je l'ai appelé, j'étais avec Mbaké dans la voiture. Et il avait perdu la voix et je n'entendais plus la voix d'Habib. Des confidences aussi, il en a. Qu'on devait aller en Chine, au Japon, et je lui ai dit qu'avant ça, il fallait qu'il revienne à Dakar parce que nous avions une production que je pensais que c'était lui qui devait diriger la production sur la Coupe du Monde. Et il m'a dit oui. J'ai dit bon, voilà, il faut que tu reviennes d'abord avant qu'on parte. Youssou Ndour annule tous ses contrats à l'international. Il ne pouvait en être autrement pour rappliquer à Dakar, après avoir pris toutes les dispositions pour le rapatriement du corps du défunt qu'il compte accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Mais le programme, c'est Habib. Quand il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme. C'est lui le programme. Et puis à la rue 10 chez les Faye, la maison mortuaire ne désemplit pas. Amis proches et collaborateurs ont tous rallié la maison pour présenter leurs condoléances. Un reportage de Cher Tidiane Dione, certainement que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Et puis le Sénégal, 67 000 personnes plutôt menacées de famine dans la zone de Matam. La souveraineté alimentaire est plus qu'une priorité au moment où nos terres sont vendues aux multinationales. Les syndicats de l'agroalimentaire ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont fait face à la presse à Pékin en marge de l'organisation de la 2e conférence africaine des syndicats de l'agriculture et de l'alimentation prévue à Dakar au mois de décembre prochain. Les propos d'Aliou Ndiaye, secrétaire général de l'UTS, que vous suivrez certainement dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme. Au revoir.